Après le référendum, moi, je dirais, il y a deux grandes... Il y a une séparation qui se fait à l'intérieur du PQ de deux grands courants. Et elle se fait sur la base suivante. Nous acceptons le vote démocratique et nous serons cohérents avec ce vote démocratique. Et d'autres qui disent, c'est vrai, les gens ont voté contre, mais c'est pas grave, on va faire un autre référendum. Et c'est deux visions complètement différentes. Et si vous aviez à questionner chacun des ministres, chacun des députés à l'époque, je dirais presque chacun des militants du PQ, vous auriez vu là, que la base de ce qui s'est avéré être les bases d'un schisme permanent à l'intérieur du PQ, elle est là. L'acceptation qu'en démocratie, une idée force et fondamentale peut être défaite par les citoyens. Et de là, ceux qui l'acceptaient disaient « je m'en vais à la maison, j'ai autre chose à faire », ou disaient « non, je reste en politique, je veux gouverner, on peut faire avancer le Québec ». Ou d'autres qui disaient « non, le gouvernement ne doit être qu'un instrument pour faire la souveraineté ». D'autres qui disaient « j'abandonne le PQ s'il ne continue pas à temps plein de militer pour l'indépendance et d'exiger un référendum tant et aussi longtemps qu'on ne gagnera pas ». Et puis d'autres, on pourrait décrire une douzaine de comportements, là, en gros chez les militants et chez les péquistes. Moi, j'étais de ceux qui disaient « j'accepte cette décision ». Et je considère que, comme Québécois, on a encore beaucoup de choses à faire, qu'on peut donner à l'État des moyens qui vont permettre à notre population de se développer. On peut se servir de l'État pour améliorer les conditions sociales, économiques et culturelles du Québec. Et c'est notre devoir que de le faire. Et ça, moi, ça m'a nourri pendant le deuxième mandat, comme réflexion et comme conviction. M. Lévesque, après l'élection de 81, me dit accepteriez-vous d'être aux affaires sociales? Je vais prendre le ministère que vous voulez, M. Lévesque. C'est comme ça que ça marche, le système. Si vous voulez m'envoyer aux revenus, je vais aller aux revenus. Il dit, voulez-vous prendre les affaires sociales? J'ai pris les affaires sociales. Il me fait venir le lendemain. Le conseil des ministres va annoncer le nouveau conseil des ministres seulement dans une semaine. Il me fait venir à son bureau le lendemain, après le conseil des ministres de l'ancien, où je siégeais à titre de ministre des institutions financières à l'époque. Il me fait venir à son bureau, il me dit « Ah, j'ai oublié de vous dire, M. Johnson, aux affaires sociales, il faut couper 250 millions. » Puis il me dit « Voulez-vous toujours le ministère? » Et il dit « Parizeau m'a dit qu'au moins 250 millions dans votre ministère. » Moi, je dis « Sûrement, on va le faire. » Et là, j'ai découvert comment un budget était fait à l'époque au ministère. C'était hallucinant, c'était extrêmement arbitraire, Et j'étais sûr qu'on pouvait aller chercher des économies en modifiant un peu la gestion dans le système. Puis on a été capable, on est passé à travers. Il n'en restait pas beaucoup, évidemment, parce que 80 % de ce qui est payé dans les affaires sociales et l'éducation, ça va dans les salaires. Il ne reste pas beaucoup, des limites là, à dire, on ne repeinturera pas les bureaux pendant 3 ans, puis on n'achètera pas de nouveaux meubles pour les directeurs d'hôpitaux. Bon, tu ne fais pas des grosses économies comme ça, là. Alors, il faut surtout revoir les processus. Il faut rationaliser les administrations de telle sorte qu'on a des hôpitaux qui intègrent des centres d'accueil, des CLSC, d'autres éléments du secteur social, et pour lesquels on n'a pas besoin de 5 comptables, mais un seul, etc. Bon. Et faire une rationalisation des services, non pas au niveau de la population, mais au niveau de la gestion. Ce qui est très exigeant, puis ce qui n'est pas très apparent pour les gens, mais je vous dirais que ça a été 80 % de mon boulot aux affaires sociales. C'est de s'organiser pour que la population ne souffre pas des rationalisations qu'on était obligé de faire à cause de la crise budgétaire, puis à cause d'une façon de définir le rôle de l'État. Donc, les affaires sociales, à une époque, je dirais un peu frustrante, parce que ce n'était pas l'ère du développement. Traditionnellement, le ministre des Affaires sociales, ça a toujours été un ministre qui, jusqu'à ce que moi j'y arrive dans la crise,
présidait à l'arrivée de nouveaux programmes pour la population. Moi, je suis arrivé dans un contexte où on allait cesser les nouveaux programmes, on allait rationaliser les ressources en essayant d'affecter le moins possible la population sur un plan de la quantité et de la qualité des services qui étaient donnés. Je vais prendre des chiffres en gros, là. 15 de chômage, 18 d'inflation, 22 les taux d'intérêt. Imaginez-vous vivre là-dedans. Là. Vous avez une hypothèque de 65 000 sur votre bungalow à Sainte-Julie. Vous avez une chance sur 8 d'être en chômage. Et l'inflation gruge votre budget familial. Une crise sans pareil, sauf la crise des années 20 et 30. Une crise sans pareil dans l'histoire du Québec. Et il fallait gérer les finances publiques dans un contexte comme celui-là. Et je vous dirais que gérer les finances publiques avec des contraintes comme celle-là ont comme marqué littéralement presque une génération et demie d'hommes et de femmes politiques au Québec. Nommez-moi un budget depuis 1983 où on ne parle pas des contraintes budgétaires. Il n'y en a pas un. Et c'est là que ça a commencé. Un sens aigu que l'État ne pouvait pas donner. L'État ne pouvait pas donner ce qu'il n'y a pas. Les gens qui sont en chômage ne paient pas d'impôts. Ils n'ont pas de revenus, ceux qui payent de l'impôt. Ces taux d'intérêt sont à 22 %. C'est cher pour la dette du Québec, ça. Et si l'inflation est extrêmement élevée, il y a tellement de choses à ajuster à l'inflation, y compris les salaires de la fonction publique à l'époque. Il faut se souvenir de ça. Sécurité d'emploi et ajustement à l'inflation automatique en vertu des conventions collectives. Et le jugement qui est porté alors, c'est on a des changements radicaux à apporter, il faut repenser le rôle de l'État, il faut repenser ce qu'est l'équité entre ceux qui sont dans la fonction publique et ceux qui n'y sont pas. Et pourquoi ça allait être problématique? D'abord parce qu'on allait prendre une série de décisions impopulaires, de couper d'un service. Deuxièmement, on voulait ouvrir les conventions collectives qui avaient été signées en avant. Et les syndicats y résistaient. Et troisièmement, on allait affronter, puis on le savait tous, là, on allait affronter au Parti québécois celles et ceux qui étaient nos militants de base. Des employés du secteur public et parapublic, des enseignants, des employés d'hôpitaux, beaucoup qui étaient des militants syndicaux et qui étaient également des militants au Conseil national du PQ ou dans les exécutifs de comté ou les exécutifs régionaux. Et dans le fond, on savait qu'on allait faire mal à notre monde, entre guillemets. Et la façon de le faire, pour ne pas causer de dommages, aurait exigé un miracle. Puis il n'y en a pas eu de miracle. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire parce qu'il n'avait pas le choix de le faire. Et probablement que les moyens qu'il a pris auraient pu être plus élégants et moins heurtants pour le monde syndical et surtout moins heurtants pour le syndiqué qui n'était pas un militant, pour l'employé d'hôpital, l'employé du secteur de l'éducation, ou le fonctionnaire ou le professionnel au gouvernement. On s'est retrouvé avec une espèce d'aberration où on a laissé filer pendant 1 an et demi des conventions collectives qui donnaient des augmentations généreuses, mais qui avaient été élaborées dans un contexte tout à fait différent de celui dans lequel on était obligé de verser ces augmentations-là. La vraie solution aurait été, et puis M. Lévesque y a pensé, puis a consulté son conseil des ministres à plusieurs reprises là-dessus, aurait été de dire aux syndicats, on ouvre les conventions collectives. On va essayer de le faire volontairement. Puis, si vous ne voulez pas, on va créer un mécanisme dans la loi dans lequel on met fin aux conventions, mais on les réouvre, puis on se trouve une forme de forum pour négocier qui est transparent, qui permet à la population de voir exactement c'est quoi l'état de fait, puis on va forcer les chefs syndicaux, dans le fond, à parler, pas seulement en termes d'intérêt des employés du secteur public, mais d'intérêt de l'ensemble de la société. Puis le monde syndical tenait un vocabulaire qui était semblable.
Mais c'est comme si on ne s'était pas entendu sur la façon de le faire. Parce qu'il y avait toutes sortes de rigidités au gouvernement comme dans les centrales syndicales. Et je dirais que la réouverture des conventions collectives aurait été probablement une voie qui aurait ménagé un peu la chèvre et le chou sur le plan politique pour le PQ. Mais ça a été une catastrophe pour le PQ. Entre autres parce qu'on a continué de verser ces augmentations et un député au caucus a eu une idée brillante un jour de dire « Oui, mais on va y verser, puis c'est pas grave, on va là, tout aller chercher le lendemain de l'expiration des conventions. » Donc, pendant 1 an et demi, alors qu'on est dans la crise jusque-là, puis que la population sent le pire de la crise économique, on va continuer de verser des augmentations aux fonctionnaires et aux employés du secteur public et parapublic. Puis après ça, on va les mettre dans une piscine. On va dire « Ah, on a respecté la convention. Puis quand la convention est finie, voici, on passe une loi qui vous réduit de 30 ». C'est un calcul d'un cynisme épouvantable. Et sur lequel, je peux le dire maintenant, parce que ça fait assez d'années, le Conseil des ministres était profondément divisé. Profondément divisé. Et c'est intéressant parce que c'était une division de génération aussi. Les gens de ma génération disaient il faut demander l'ouverture aux syndicats et s'ils ne veulent pas, il faut la provoquer. Puis il faut trouver un mécanisme crédible dans la population et crédible pour soi, puis qui nous permette de faire face au monde syndical de façon droite et à nos militants au PQ de façon droite. Et puis une autre école plus vieille, plus âgée, plus traditionnelle, dit non, non, on a signé, on va respecter notre signature. Et puis là, à la fin de la signature, vous allez voir ce qu'on va faire. Puis on a réduit de 30 % le salaire des gens. Ils n'ont jamais pardonné. Alors, l'élection de 85 venait d'être réglée. L'élection de 85, elle s'est réglée en 83. Parce que le Parti québécois, en passant loi spéciale par-dessus loi spéciale, a, à toute fin pratique, coupé une partie de ses racines militantes avec le monde syndical, le monde de l'éducation puis le monde de la santé. Moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait forcer l'ouverture des conventions, mais avoir un dialogue franc et ouvert et face au public et face aux syndicats, plutôt que jouer le truc de la piscine, la reprise des salaires après 18 mois. Et j'avais une grosse partie des effectifs du secteur public sous la responsabilité de mon ministère. Et paradoxalement, à cette époque-là, on avait tous on avait tous convenu. On a fini par convenir au Conseil des ministres et au Conseil du Trésor qu'il fallait, dans le cas des infirmières, faire particulièrement attention à ce qui leur arriverait. Parce qu'elles étaient dans une situation à l'époque, certains disent encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est moins quand même, mais à l'époque, elles étaient vraiment dans une situation d'inéquité en emploi, parce que c'était un corps féminin, qui était phénoménal. Phénoménal. Les infirmières faisaient à l'époque, quand on prenait toutes leurs conditions réunies, à peu près 3 fois moins que les policiers. Ça n'avait pas de sens. Elles jouaient un rôle essentiel. Et malgré la crise, les premières à régler, ça a été les infirmières. Parce qu'elles sentaient qu'on voulait faire un pas dans cette direction-là. Tragique, c'est absolument tragique pour le PQ. Mais c'est 83 qui a fait ça. C'est la crise économique et la division autour de la question constitutionnelle. C'est pas une chose qui a fait la division, c'est 3 choses-là ensemble. Une revision complète de notre sens de ce qu'était l'État. Je me souviendrai toujours d'un ministre dont je ne donnerai pas le nom, qui est arrivé au Conseil des ministres en plein milieu de la crise, alors qu'on coupait à coups de milliards on coupait 1,3 milliard, je me souviens bien. Et qui arrive avec un projet d'augmentation d'une prestation aux citoyens, là, que je nommerai pas parce que ça identifierait le ministre, de 160 millions. Il était sur la planète Mars. Il ne voulait pas croire que la crise économique nous affectait. Le premier ministre, ça a été un des premiers que le premier ministre a laissé aller sans être trop perturbé par son départ, disons. Deuxièmement, la gestion du secteur public et parapublic, où le PQ a fait mal à ses alliés naturels.
Et troisièmement, la question nationale. Tout ça mis ensemble, cordé un sur l'autre, ça faisait serrer. Dur à porter pour un premier ministre, en dépit de son énergie, son talent, et impossible à supporter pour un certain nombre de ministres qui ont préféré quitter. Et qui certains quittaient parce qu'ils étaient tannés de gérer la pénurie. Et la question nationale devenait une bonne façon, dans le fond, de justifier le départ. Mais il avait le goût de s'en aller chez eux parce qu'ils étaient fatigués. Moi, j'étais fatigué, à l'époque déjà. Après le référendum, il y a un choix qui est fait par les gens d'accepter le verdict démocratique puis de vivre avec, ou de le refuser, carrément. Puis il y a des gens qui refusent le verdict démocratique, puis d'autres qui veulent le mettre en latence, mettre en tout cas leur conviction à l'égard de l'avenir du Québec sur le plan constitutionnel ou sur le plan de la souveraineté en latence. Moi, j'étais de ceux qui considéraient qu'il fallait respecter le jugement démocratique des citoyens. Et l'évêque était de ceux-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sinon, il n'aurait jamais tenté le beau risque. Il l'a tenté parce qu'il trouvait que ça correspondait à ce qu'était l'état de la population à ce moment-là. Et il ne l'a pas réussi pour toutes sortes de raisons qui ont fait que dû partir avant que ça puisse se faire. Quand Mulroney est élu, M. Lévesque, qui m'avait nommé au ministère de la Justice quelques mois avant et au ministère des Affaires intergouvernementales, demande au Conseil des ministres d'être tranquille sur ces questions, de ne pas s'exprimer publiquement. Et il veut, dans le fond, être le maître de jeu du vocabulaire qui sera utilisé puis de l'orientation qui sera prise, ce qui est parfaitement normal. Il est le chef du parti puis il est le premier ministre du Québec. Puis je dirais, dans l'ensemble, tout le monde respecte ça. Tout le monde respecte l'approche qui a été prise, en tout cas formellement. Il y a peut-être des gens qui allaient dire des trucs à des journalistes séparément, puis en se faisant citer, mais sans être cités. Mais je dirais, l'ensemble des gens ont respecté ce qu'a demandé M. Lévesque, y compris moi. Comme ministre des Affaires intergouvernementales, à l'époque, je suis chargé d'élaborer cette position, en sachant très bien que le Conseil des ministres est divisé. Alors moi, je le fais pour le patron. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais élaborer la position et je vais essayer d'élaborer des hypothèses, je vais essayer de voir où M. Lévesque veut aller en étant parfaitement conscient que je ne saurai pas, avant la dernière minute du débat au Conseil des ministres, ce que lui veut. Mais c'est ça être ministre aussi. C'est d'être à l'avant pour le premier ministre. Et j'étais déjà au ministère depuis plusieurs mois et le journal Le Devoir me demandait, au niveau de ses éditorialistes, d'aller donner une longue entrevue sur la question à cause de l'élection de Mulroney. Et je disais non, constamment. Puis M. Lévesque savait ce qu'était cette relation avec les médias dans des dossiers chauds. Alors, je vois M. Lévesque, je me souviendrai toujours, à l'ascenseur du souterrain entre l'Assemblée nationale et le Conseil exécutif. Et je dis à M. Lévesque, ça fait 3 ou 4 fois je ne me souviens pas quel était le chiffre, que Le Devoir m'appelle, puis est-ce que je vais continuer de dire non à une entrevue? Jusqu'à maintenant, j'ai dit non parce que vous avez donné cette consigne. Et il savait très bien quels étaient les éléments de la proposition que je m'apprêtais à présenter à un comité parce que je tenais au courant son bureau qui voyait les éléments de la proposition s'élaborer graduellement. Et là, M. Lévesque dit « Allez-y. » Comme ça. J'ai bien compris ce qui s'était passé ce jour-là. M. Lévesque m'a dit « Allez-y donc au front. Essayez de dire ce que vous pensez, puis je regarderai ce qui se passe. » Et deuxièmement, ça lui a permis, en me disant « Allez-y, de ne pas être celui qui prenait les devants. » Et puis, je dirais, j'étais très cynique, mais je ne le suis pas, que ça permettait à des gens aussi au Conseil des ministres de dire que Johnson n'a pas respecté la consigne que Lévesque a donnée.
parce qu'ils ne m'ont pas dit ça devant tout le Conseil des ministres, ils me l'ont dit dans un face-à-face. Et j'ai toujours été convaincu que c'était une stratégie de sa part. Et je pense, honnêtement, à ce jour, encore que ce l'était. Il voulait voir qu'est-ce que ça donnerait. Alors, je me suis retrouvé au devoir et j'ai donné un avant-goût de ce que pourrait être la position du gouvernement. Et il est arrivé ce que M. Lévesque prévoyait, et c'est pour ça qu'il voulait que tout le monde garde le silence, mais il voulait peut-être l'impossible en termes de résultats. Il voulait être sûr que le débat soit parfaitement contrôlable sur une question aussi fondamentale au PQ, surtout après le rapatriement. Le débat n'était pas contrôlable. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a fait un feu d'artifice autour de la question nationale. Et ensuite, ça a donné lieu à la démission d'un certain nombre de ministres. Non pas individuellement, ce qui a été... Sur le plan parlementaire, c'est pas arrivé souvent, ça, dans l'histoire du Québec. En tout cas, pas au moins depuis avant la Deuxième Guerre mondiale. Un groupe de ministres et de députés ont quitté la majorité parlementaire en annonçant leur démission comme ministre, dans certains cas carrément comme député, et en étant dans une position où, à la limite, s'il y en avait eu 3 de plus que la liste amassée à l'époque par le ministre des Finances, ça aurait mis le gouvernement en situation de minorité dans le Parlement. Avec le Parti libéral, le groupe d'indépendants, indépendantistes, et puis le gouvernement. M. Lévesque a empêché ça. Il a vu ça venir, il y a eu des informations à l'effet que certains ministres s'apprêtaient à signer une lettre collective avec M. Parizeau, etc. Et il a empêché l'hémorragie. Mais ce qui a été fait à cette époque-là, ça a été carrément une tentative d'utiliser au maximum le système parlementaire pour mettre en minorité le premier ministre. Mais par des gens de son conseil des ministres et des gens de sa députation. Et c'est dire comment la blessure était profonde au sein du PQ autour de la question nationale. Et comment irrésolue était l'acceptation, la compréhension de ce qui s'était passé au référendum. Et comment c'était une source de perception si différente entre des hommes et des femmes pourtant qui avaient milité ensemble, qui ne manquaient pas d'intelligence et de ressources, mais qui étaient profondément divisés sur leur interprétation des conséquences qu'il fallait donner au résultat du référendum de 1980. Ma relation avec M. Lévesque était une relation... C'est une relation de respect réciproque. J'avais beaucoup de respect pour René Lévesque, pour l'homme qui était, ce qu'il incarnait. En même temps, je voyais très bien le politicien. Puis c'était un homme, un politicien jusqu'au bout des doigts, René Lévesque. C'est un homme d'une habileté exceptionnelle. En plus d'être d'une intelligence et d'une grande générosité. Mais c'était un homme extrêmement habile. Très renard, parfois, dans certaines choses. Les gens ne le voient pas comme ça, mais ceux qui ont vécu près de lui, là, vous diraient que c'est un homme qui fait parfois très renard. Et de son côté, je pense que M. Lévesque me respectait parce que j'ai toujours été loyal. J'ai toujours été un soldat pour lui. J'ai même, à une certaine époque, été son médecin. Surtout à la fin. Et ma relation avec lui était donc celle d'un ministre, celle d'un compagnon d'armes sur le plan politique, même si j'étais plus jeune que la vieille garde, celle d'un médecin, et qui de temps en temps lui donnait des conseils, parfois intervenait pour... un jour, il s'était blessé... dans un escalier, je crois, ou je ne sais pas quoi. Quelqu'un avait ouvert une porte, il s'était fendu l'arcade sourcilière, puis il ne voulait pas aller à l'hôpital, j'étais obligé d'aller faire des points de suture dans son bureau. C'est pas dans le manuel du parfait parlementaire, ça. J'avais donc une relation, mais qui n'était pas une relation d'intimité. C'était une relation droite, de loyauté et de respect, parfois faite d'anecdotes difficile à partager, mais ce n'était pas une relation d'intimité. M. Lévesque
n'avait pas l'intimité facile. D'abord, c'était un homme que personne ne tutoyait, sauf 5 ou 6 personnes. Il imposait une distance par son aura, par sa présence, par son espèce de charisme. Il imposait une espèce de distance à tout le monde, y compris à ses ministres. Et puis, c'était un charmeur, à bien des égards, avec les gens. Il faisait accepter les choses les plus difficiles aux gens. Alors, ma relation avec René Lévesque était une relation basée sur cette lucidité-là. Que j'ai l'honneur d'ouvrir ce débat à l'Assemblée nationale, car jamais, probablement, notre Parlement n'a mérité de s'appeler national, comme en ce moment, et pendant les jours qui viennent. Nous voici tous, Québécois et Québécoises, arrivés à un moment décisif. Après des années de discussions, de crises constitutionnelles, d'enquêtes et de rapports, le temps est venu de choisir librement, démocratiquement, le chemin de notre avenir. Et il serait bon que de telles garanties de respect démocratique de la volonté des citoyens soient données tout de suite, dès maintenant, avant que l'intensité du débat n'envahisse toute la scène. C'était un chef, il savait ce qu'il voulait. Il était même parfois très autoritaire et très radical avec les gens. C'était un démocrate dans l'âme profondément, puis je me reconnaissais dans cette attitude de démocrate, mais c'était aussi un homme qui, sur le plan du fonctionnement du Conseil des ministres, savait très bien qu'il n'y a personne qui vote au Conseil des ministres, il y en a juste un. C'est comme ça que ça fonctionne, notre système. Il n'y a pas de vote au Conseil des ministres. Il y a une personne qui décide, qui assume la responsabilité du gouvernement.